Vamos, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Nouvel épisode du podcast. Très content de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver un invité qui est déjà passé dans le podcast. Vous le connaissez peut-être parce que aujourd'hui je reçois de nouveau Maxime. Maxime, comment ça va? Keonda way. ¿Qué tal? ¿Cómo ça va? Eh ben écoute, Chido. Bon, écoute, on ça va va pas bien. vous faire le podcast en En argot espagnol. mexicain, même si j'aimerais beaucoup. Mais donc, Maxime, cette fois-ci, ouais, on a Maxime depuis le Mexique. Donc là, il est 19 heures en France. Il est quelle heure chez toi, là, Maxime? Il est midi. Il y a 7 heures de Midi. moins. Ok, Ouais. il est midi. Donc, on a Maxime qui, là, est en direct du Mexique, qui nous fait le plaisir de revenir dans le podcast pour nous parler justement de ses aventures au Mexique. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. On va pouvoir parler de tout ça, Maxime, de ton aventure mexicaine, là. Mais donc, ouais, je te repose la question. Comment ça va? Dans quel mindset t'es, là, aujourd'hui? Écoute, merci pour l'invitation, pour la deuxième invitation. J'ai regardé, en plus, je suis parti sur la page YouTube tout à l'heure pour voir quand est-ce qu'il avait été fait quand est-ce qu'on avait fait notre premier podcast et c'était il y a un an. Ouais, Donc c'est bien, ça fait un passage par an sur les 2 dernières années, enfin sur l'année dernière, donc c'est cool. Et, top. euh, et puis écoute, ça va bien au Mexique depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, ouais, maintenant. Donc tout Déjà, se ouais, passe, ok. ouais, ça passe vite, hein. Et Cool. tout se passe bien, tout se passe bien. Et la vie est agréable. Bah forcément, on parlera un peu plus en détail, mais l'environnement professionnel, ça se passe très bien aussi. Hmm. Et donc là, on est parti pour quelques années, je l'espère, ici au Mexique. En tout Ah, cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Je me c'est sens, je top. me sens vraiment bien et ça fait plaisir de pouvoir être dans un environnement qui te porte un petit peu vers le haut comme ça, que ce soit sur le plan personnel, d'être entouré toujours Mhm. de gens qui te portent et qui t'amènent vers le haut et qui te forcent à donner le meilleur de toi-même. Mhm. Et puis, Excellent. euh, et puis un environnement professionnel aussi qui est au-delà de ce que j'espérais, donc c'est cool. Aïe, aïe, aïe. On va parler de tout ça. On va parler de ton environnement professionnel, hein, parce que pour ceux peut-être qui ne le savent pas, Maxime a rejoint les rangs de l'UFC Performance Institute de Mexico City. Donc on va avoir le temps de développer là-dessus. Juste, j'aimerais qu'on commence quand même avec la vie au Mexique. Donc ça fait 6 mois que tu es au Mexique. D'ailleurs, tu m'as dit qu'aujourd'hui c'est un jour férié, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils fêtent aujourd'hui au Mexique? Alors, j'en sais rien du tout. Il y a beaucoup Je crois de, que j'ai c'est, vécu, il y a beaucoup de jours fériés au Mexique, je me souviens. ah, alors attends, je crois que c'est le 26 mars, je suis en train de checker là. Le 16 Le mars, 16 ouais. mars, pardon, ouais. 16 mars. Et je Parce crois que que c'est pour, l'anniversaire de Benito Juárez ou un truc comme ça. ok. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai vécu au Mexique pendant un an. J'ai fait un échange quand j'étais étudiant qui s'appelait assistant de français à l'étranger et qui permet à des étudiants français d'aller enseigner le français dans des pays étrangers. Moi, j'étais parti pendant un an au Mexique, dans le centre du Mexique, à Querétaro, pour enseigner le français. Donc, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement. C'était ma première expérience de vivre vraiment à l'étranger. Je me souviens qu'il y avait pas mal de fêtes, de célébrations, de jours fériés et tout ça. Et donc, le 16 mars, tu as trouvé Alors, c'est la ce que c'est? commémoration de la naissance de Benito Juárez. Ok, Donc, ok, Benito top. Juárez était le premier président indigène du Mexique et figure Ok. historique majeure. Voilà. Yes, je pense Donc, qu'il est sur certains des billets, si je me bah, souviens bien. l'aéroport s'appelle l'aéroport Benito Juárez. Ok, Il y a un quartier qui s'appelle Benito Juárez ici, donc on est à mhm, une colonia, donc ouais, à Mexico. Ouais, c'est une figure mhm, qu'on retrouve très souvent, importante. qu'on retrouve souvent. Ok, Ouais. ok, donc là, depuis 6 mois, la vie au Mexique, comment c'est? T'as pris tes marques un petit peu dans cette ville qui est fou, si intense, quoi. Mexico City, je me souviens y être passé quelques jours, c'est très intense, hein, c'est 25 millions de personnes, faut que les gens se rendent compte, amène-nous un peu dans l'environnement géographique déjà. Alors, bah, déjà, oui, alors un choc culturel, non, parce que j'ai déjà habité en Amérique du Sud, en Amérique latine. J'ai pas mal voyagé en Amérique latine aussi, que ce soit, j'ai habité en Argentine. J'ai été au contact souvent
de latinos, etc. Donc, mais bon, après, le Mexique a quand même une identité culturelle bien différente que l'Amérique du Sud, puisqu'on est en Mhm. Amérique centrale, on est donc les voisins des États-Unis. Et le Mexique a vraiment une histoire importante via les Mayas, les Aztécas, les Mexicas. Enfin, voilà, il y a vraiment une histoire et ce pays, on le sent quand on arrive. Mhm. Euh, et ensuite, ouais, une ville enfin, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous en Europe. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça en Chine, donc les mégalopoles. Un petit cours de Mhm. géo quand même avant de Ouais, commencer le. Je pensais pas que j'allais réutiliser des termes comme ça après avoir passé le bac. tu vois. Et du coup, ouais, 20 millions d'habitants. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Mexico, par rapport à Pékin, par exemple, où j'ai été, Pékin, c'est difficile de voir le ciel, il y a beaucoup de gratte-ciel, beaucoup de routes, etc. Mhm. Que Mexico, bah, moi je vais au travail en vélo, je fais tout à pied, parce que bah, après je vis dans des quartiers aussi toujours les mêmes. Mhm. Évidemment, avec un statut d'expatrié, on a quand même des avantages par rapport à la population locale. Hein. Mhm. Faut pas nier Mhm. qu'il y a d'énormes inégalités. Et donc j'ai la chance de pouvoir, moi, profiter d'une situation qui est quand même très avantageuse. Donc de pouvoir découvrir ce pays. Après, en plus, l'avantage que j'ai, c'est qu'au travail, je suis avec beaucoup de locaux. Hein. Mhm. Il faut savoir que il y a des étrangers, mais voilà, je suis le seul Européen dans l'équipe. Euh, donc ça fait aussi, c'est aussi de découvrir la ville avec les Mexicains, de connaître Ouais. les, pas les coutumes, mais les habitudes de vie, qu'est-ce qu'on fait le Mhm. week-end, où est-ce qu'on va manger, comment on fête telle fête, un anniversaire, les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est différent. Après, ça reste quand même abordable pour un Européen. C'est pas pareil que vivre en Asie ou en Chine, par exemple. Hein. Hmm. Et Ok. moi, c'est un mode de vie qui me convient énormément. Hein. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai quitté la Chine, parce qu'il y avait cette balance perso-professionnelle qui n'était pas du tout équilibrée. Et surtout, moi, je suis quelqu'un qui aime sortir, je suis quelqu'un qui aime les événements culturels, les fêtes, etc. Aller dehors, aller boire un coup, aller au restaurant, etc. Pouvoir marcher dans la rue, voir une terrasse comme en France, quoi. Et c'est vrai qu'ici on retrouve ça, et en Chine on l'avait pas du tout. Ouais. Hmm. Et voilà. Donc, mais sinon, Ouais. ouais, des gens sont incroyables, Mhm. toujours à répondre, toujours le sourire. Bon, après, c'est peut-être un défaut des fois parce qu'ils veulent jamais te dire non, parce qu'ils savent pas. Mhm. Mais ouais, non, ça se passe super bien et de pouvoir être dans une si grande ville, on voit que la dynamique, elle est complètement différente que Ouais. d'être à Bordeaux, par exemple. Hein. J'étais à Bordeaux juste avant de partir. Donc, bah, ici, toutes les fins de semaine, même en semaine, il y a toujours des choses à faire. Quand on prend, même les concerts, par exemple, tu vois, tu prends un artiste que tu écoutes sur Spotify et tu es sûr que s'il fait une tournée mondiale, il va passer par Mexico. Donc, voilà, Hmm. c'est complètement une vie différente. Ouais. Et Hmm. c'est ça que j'apprécie énormément. Top. Ouais, c'est vrai que là, en 6 mois, j'imagine, tu as pu prendre tes marques, tes repères, avoir ton petit lifestyle, tes routines, tes habitudes. Là où, quand moi, j'y étais allé, tu vas pendant 3 4 jours et t'arrêtes pas de bouger, de faire plein de trucs et c'est trop intense, quoi. 20 millions de personnes et je suis jamais allé en Asie, dans les grandes mégalopoles, en Chine ou au Japon, mais c'est cette image que j'avais en tête où, en fait, à chaque passage piéton, tu as 300 personnes derrière toi, 300 personnes devant, ça passe au vert. J'ai- le métro, c'est la folie. Les bouchons, le trafic, c'est la folie aussi. C'est assez dingue. Mais donc là, si tu arrives à trouver ta petite Après, vie, tes petits repères, c'est cool. comme je te l'ai dit, moi j'ai l'avantage d'être expatrié, d'avoir une situation qui me permet de pouvoir vivre ce mode de vie-là. Par contre, quand tu rencontres Hmm. des locaux qui vivent pas la même vie que toi, et ça Ouais. c'est toujours le partage à faire, c'est que même nous, même quand j'étais en Argentine, avec ma compagne, on a beaucoup d'amis argentins qui, eux, pareil, n'étaient pas expatriés. Et du coup, il faut échanger avec eux sur comment tu vis. Tu Mhm. peux pas prendre le spectre de ta vie d'expatrié dans un pays qui est moins développé que la France en termes économiques, etc., où il y a des, ici, il y a des gens qui ont énormément d'argent. Hein, je pense que même Ouais. par rapport à la France, c'est indécent. Et Ouais. à l'inverse, il n'y a pas trop de classe moyenne ou alors elle est très difficile à trouver. Ouais. Et du coup, il faut pas prendre le spectre que bah, toi, ce que tu vis et Hmm. l'accessibilité que tu as. Hmm. Même certains des athlètes, on n'a pas tous les athlètes qui dorment là où
et on Ouais. s'entraîne. Et du coup, certains avaient des trajets assez importants, ils rentraient le soir, ils donnaient des cours, etc. Parce qu'il faut vivre aussi. Mhm. Et pareil, quand tu échanges avec des locaux, bah, le trafic, hein, ici, c'est la folie. On parle d'une des villes les plus embouteillées au monde. Moi, j'ai la chance de pas le vivre parce que je suis à vélo. Euh, Mhm. mais pareil, les transports en commun, hein, c'est très très long. En trois quarts d'heure, une heure, ça paraît normal ici. Mhm. C'est une ville un peu de fou, quoi, hein. Mhm. Faut aimer. Il Ouais. y a des gens qui pourraient pas le supporter, je pense. Il y a du Mm. bruit Mm. constamment. Ouais. Ouais. Il y a du bruit constamment. Et puis, mais bon, après, ça a fait son charme aussi. Ok, on est reparti. Désolé la bande, la connexion est peut-être un peu instable à Mexico parfois. Je disais que donc il y a le cadre géographique de la ville de Mexico et il y a le cadre culturel du Mexique qui a une culture et une identité nationale très très forte. Le Mexique, c'est une gastronomie, c'est une langue, hein. Il y a beaucoup de mots qui sont très mexicains. C'est une façon d'envisager la vie, les relations et tout ça. Donc tu es dans un cadre culturel qui est très particulier aussi, qui est unique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, en plus, on fera la parallèle avec le travail, tu vois, mais c'est justement à prendre en compte aussi dans notre approche Ouais. de l'entraînement, dans notre approche de comment communiquer avec les athlètes, comment communiquer avec les gens, avec le staff aussi. Euh, Hmm. et des fois aussi, il y a le besoin peut-être de se détacher de cette culture locale pour pouvoir y atteindre un environnement de haute performance, un environnement où il faut des résultats. Et parfois, c'est ça, mais c'est très, très important pour nous aussi de respecter l'identité culturelle. On Mhm. le verra, on parle du Mexique là, parce que le lieu est au Mexique, mais on a sept nationalités, huit nationalités d'Amérique latine qui sont représentées au sein de l'académie. Donc, le fait de prendre en compte l'origine culturelle et l'origine de chacun, Ouais. c'est nécessaire. Parce que bah, Yes. même moi, en tant que Français, je ne réagis pas ou je ne vais pas intervenir ou ne pas avoir les mêmes habitudes ou codes Mhm. que mon collègue australien ou que mon collègue mexicain ou que l'athlète costaricain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pareil, dans la vie de tous les jours ici au Mexique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça fonctionne pas comme en France. On peut pas. Mhm. Moi, je comprends pas. Les poubelles, elles passent pas tous les jours. Il n'y a pas de Mhm. container dehors. Tu vois, c'est des trucs Mhm. ou alors le service au restaurant, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte et il Ouais. faut toujours prendre du recul. Ok, donc Maxime, il y a quelques mois, tu as rejoint les rangs de l'UFC Performance Institute à Mexico. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'UFC Performance Institute? Oui, bien sûr. Donc, l'UFC Performance Institute, donc c'est des instituts de la performance, si on le traduit en français, de l'UFC. Il y en a trois dans le monde. Donc, un à Las Vegas, un à Shanghai et un à Mexico. Ces instituts découlent de quoi? Pourquoi la création de ces instituts? Il y a eu un main event, il me semble Khabib McGregor, où Khabib n'avait pas fait le poids. Euh, et sauf que bah, c'est un main event, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'attentes, etc. Donc malheureusement, Khabib n'avait pas fait le poids. Il a fallu se demander pourquoi et comment ça s'est passé, quelle solution l'UFC pouvait y apporter et le fait de créer des instituts de la performance pour assurer que l'athlète arrive donc au poids, au combat, c'était la première mission. Et ensuite, la Ok. deuxième, l'échelle de priorité, ce sera que l'athlète fasse le poids, qu'il arrive sans blessure. Et la troisième, c'est qu'il arrive avec des performances les plus hautes possibles, que ce soit physiquement, mentalement, sur tous les aspects que peuvent comporter la performance en MMA. Et donc, ça a été ça, pour ça, la création de l'UFC Performance Institute. Qui peut accéder à l'UFC Performance Institute? C'est n'importe quel athlète du roster UFC. Une fois que tu signes ton contrat à l'UFC, tu peux accéder donc à n'importe quelle installation dans le monde. Tu peux bénéficier des services de préparation physique, de nutrition et de kiné. Tu ne peux pas, voilà, tu ne bénéficies pas d'apport tactique et technique. Pourquoi? Bah parce que nous travaillons pour l'UFC, nous ne travaillons pas pour un athlète en particulier. D'accord? Nous Mhm. sommes neutres par rapport
au combat, d'accord? On coach tous les combattants de la même manière, on leur apporte le système d'entraînement qui est celui de l'UFC Performance Institute. Et ensuite, la particularité de Shanghai et de Mexico, c'est qu'il y a des académies, d'accord? Donc, nous, à Mexico, il y a 25 athlètes issus d'Amérique latine qui sont tous des combattants professionnels, d'accord? Avec des potentiels d'accès à l'UFC, ok? Et l'idée, c'est de développer le MMA au Mexique et en Amérique latine et d'y apporter du coup des futurs champions de l'UFC, mais aussi d'apporter notre vision du MMA, la vision de l'UFC et le système d'entraînement de l'UFC à la plus grande population de combattants et de salles possible. Donc, par exemple, on a des connexions avec les plus grosses salles du Mexique où on essaye d'échanger avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, les athlètes pour pouvoir y apporter des choses, comprendre comment eux ils travaillent, mais aussi comprendre comment nous on travaille, les faire venir, faire des échanges. D'accord? La mission est de pouvoir faire grandir le MMA dans ces pays-là, de pouvoir apporter une réelle structure d'entraînement. On sait que dans les sports de combat, c'est quand même assez flou parfois. Là, on a cette culture du no pain, no gain ou de entraînement difficile, combat facile. C'est vrai, oui et non, parce que c'est difficile de s'entraîner facilement dans les sports de combat. C'est dans des sports extrêmement sévères et où il n'y a pas le droit à l'erreur, on va dire. Voilà, exactement, c'est un engagement à 100%. Donc, il faut pouvoir y amener toutes les données scientifiques, tout l'appui scientifique, tout l'appui technique aussi, et la vision qu'on va y avoir du haut niveau dans le MMA pour pouvoir faire grandir le sport. Parce que comme souvent, je le dis, l'UFC, c'est le MMA, d'accord? Peu importe, même s'il y a des grandes organisations mondiales aujourd'hui, hein, il y a des concurrents de l'UFC, mais l'UFC aujourd'hui c'est le leader et il a quasi le monopole sur le marché. Donc forcément, nous, les décisions qu'on prend à l'UFC, c'est des décisions qui vont impacter forcément le MMA dans le monde. C'est très rare qu'il y ait ça dans un sport. Ce que fait le Real Madrid, par exemple, le Bayern de Munich ne fera peut-être pas la même chose ou le PSG ne fera pas la même chose. Idem au rugby. Donc aujourd'hui, en plus, au-delà du MMA, c'est la composition des staffs et le rayonnement du système d'entraînement de l'UFC fait qu'on n'est pas uniquement reconnu dans les sports de combat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de sports extérieurs et parmi les plus grands sports au monde, notamment dans la préparation physique, etc., pour nos approches sur les cervicales, nos approches sur le système d'entraînement, comment on organise tout ça, l'approche technique et non technique de l'entraînement. C'est courant que le rugby NRL, donc le rugby australien, qui est un énorme championnat, vienne à Vegas. On a mené le combine du NRL à Vegas, il me semble. Les All Blacks, la NFL. Voilà, il y a beaucoup de sports. Et évidemment, parmi la pyramide, enfin en haut du système, sont des entraîneurs très reconnus. Le directeur, c'est Duncan French, hein, qui a énormément d'expérience, qui est un préparateur physique et un sport scientist à la base, qui vient du terrain, et c'est lui notre responsable, c'est le vice-président de l'UFC Performance Institute sur le domaine de la performance. Et donc il a été voilà, si vous tapez son nom sur Google, vous allez être vite documenté, parce que c'est quelqu'un qui a 60-70 publications scientifiques, qui a entraîné Newcastle en préparation physique, les équipes olympiques britanniques, qui a été directeur de la performance dans les universités américaines. Voilà. Et après, en dessous, on a des kinés qui sont le top du top, qui travaillent avec des joueurs NBA, NFL. Voilà. C'est des gens qui sont des experts dans chaque domaine, que ce soit la préparation physique, la nutrition, la kiné et la préparation mentale aussi. C'est un domaine qui est de plus en plus abordé, qui commence à être intégré à 100%. Donc voilà. Et après, même au sein des staffs, dans chaque PI à Mexico ou à Shanghai, on a des experts. Voilà. J'ai jamais travaillé avec des gens aussi qualifiés et aussi riches d'expérience, et surtout riches d'expérience de terrain. D'accord, c'est pas des gens qui sont nés dans les bouquins ou qui font faire les choses. Mon manager, Harry Carrington, a fait 3 coupes du monde de rugby avec notamment l'Angleterre et l'Australie. Donc
en tant que Head of Performance et il a fait aussi partie du staff d'Eddie Jones, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des gens qui sont issus du terrain, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vraiment une vision très éclairée et qui savent prendre des décisions assez, assez, bah, je viens de le dire, éclairées, mais c'est surtout lucide et cohérente par rapport à la situation de chaque athlète, parce que notre approche, elle est centrée sur l'athlète. D'accord? On fait pas ça pour nous Mhm. ou pour l'UFC. Les athlètes sont au centre du projet. Et surtout, bah, nous, le projet d'avoir des athlètes de l'académie à l'UFC et surtout des champions issus de l'académie, ce serait le rêve, tu vois. Enfin, ce serait le rêve. C'est même pas un rêve, c'est l'objectif. Mais c'est très important. Aujourd'hui, sur l'année précédente, on a 5 athlètes qu'on signe à l'UFC. Donc, c'est énorme. Euh, pour peut-être ceux qui suivent un petit peu le MMA et les Contender Series, on a notamment Adrian Luna, hein, qui a été combat de l'année, qui a reçu un bonus alors qu'il est au Contenders, d'accord? Donc, voilà, c'est du rayonnement pour l'UFC Performance Institute au Mexico. C'est tant mieux. Mais après, voilà, on reçoit aussi des athlètes UFC quotidiennement. Et forcément, de voir les athlètes rayonner de l'académie, bah, ça donne envie aux athlètes UFC aussi de venir s'entraîner à Mexico. On a aussi la particularité qu'on est en altitude ici. Mhm. Donc, pour préparer un combat en altitude, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus c'est très avantageux et surtout c'est bénéfique. Après, il y a une période d'adaptation. Le climat est Mhm. particulier. Il y a énormément de pollution aussi à Ouais. Mexico. Donc, il faut s'y adapter. Donc, il y a plein de particularités. Mais voilà un petit peu comment ça se Mhm. passe l'UFC Performance Institute. Ok, alors la bande là, on rentre dans les choses sérieuses. Je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse trop là déjà ce que nous partage Maxime. On a la chance vraiment qu'il partage son aventure, son expérience avec nous. C'est vraiment trop cool là. J'ai déjà envie de te poser plein de questions juste par rapport à ce que tu as dit là. Euh, donc c'est assez récent l'UFC Performance Institute en fait. Euh, j'ai pas envie de dire des bêtises. En plus, parce que Si si ça je dis date des de bêtises, l'époque Rabib quoi, c'est tu vois, enfin 2017, je l'époque. crois, le Ouais, premier à Vegas. Donc, c'était Vegas 2017. Il me semble que bah après, tout doit être sur le site. Il me semble que Shanghai, c'est ouais. 2020, 2019 ou 2020. Donc, malheureusement, il y a eu le Covid. Et nous, ici, Mexico, 2024. 2024, ah ouais, tout récent, le tout neuf, le bébé, quoi, le petit bébé. Et ouais, une team d'experts dont tu fais partie, hein, j'ai envie de dire. Il faut se le dire. Aujourd'hui, là, on reçoit un des préparateurs physiques de l'UFC. Il y a 3 centres de performance de l'UFC dans le monde. Ça fait pas beaucoup de préparateurs physiques, donc c'est vraiment chouette que tu nous fasses l'honneur là d'être là et de partager ça. J'espère que vous kiffez la bande. Pourquoi il y en a pas en Europe d'ailleurs? Justement, très bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UFC, c'est un marché, hein, euh, C'est une c'est entreprise c'est une très entreprise. lucrative. On n'est pas sur un système de fédération, hein, d'accord? Parfois, les gens, je pense que à l'extérieur, oublient ça. Ils oublient que on n'est pas uniquement, on est une entreprise qui vend des tickets, d'accord? Et ça, Mm. les gens le pensent pas à ça souvent. Et souvent en Europe, on est les puristes du sport, les puristes du jeu, etc. et tout, les puristes de la sportivité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il faut Mhm. pas oublier que c'est un écosystème qui est régi par l'argent, hein, d'accord? Bon, il faut faire des bénéfices, d'accord, comme dans n'importe quelle entreprise. Et donc, il y a forcément des stratégies qui sont plus adaptées. En France, il n'y a pas pour l'instant la nécessité d'avoir un UFC Performance Institute. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des structures, il y a déjà des athlètes de haut niveau en France. Ça pourrait être la même question, pourquoi il n'y en a pas au Brésil, tu vois? Hein, les gens m'ont posé la question, mais au Brésil, il y a plein Ouais. de champions. Justement, il n'y a pas besoin, ils ont déjà plein de champions. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Donc, il y avait aussi, il y a une histoire, je crois, un petit peu personnelle, hein. Je crois que Dana White en parle Ok. dans un podcast. Il a toujours voulu faire quelque chose avec le Mexique, qui a une forte culture Hmm. de sport de combat, et notamment la boxe, qui est un sport Ouais. national ici, hein, Ouais. qui tous les plus grands champions de boxe sont mexicains, hein. Tu prends les top Mhm. 10 des légendes, je pense que la moitié sont mexicains. Ouais. Et donc, il y a toujours eu cette volonté-là. Il y a une énorme culture ici. Ils adorent les sports de combat. Il y avait un énorme potentiel aussi parce que c'est un grand pays. Et forcément, en Amérique latine, il y a aussi un vivier énorme de combattants. Et c'est parfois ce que je reprocherais, si je peux faire une petite pique au MMA français, qu'on est un peu égocentré. On pense qu'il y a souvent que des athlètes dans notre jardin, mais il y en a partout dans le monde.
Et du coup, bah, forcément, le PI, il s'est installé au Mexique, parce que c'est la porte d'entrée aussi pour les personnes qui sont en Amérique latine. Ouais. Ça parle espagnol, c'est proche des États-Unis et de Las Vegas, parce qu'on est à 3-4 heures d'avion, donc c'est assez Mhm. pratique pour eux. Et donc voilà. Ok, Hop, top. voilà. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu nous parles plus précisément de ton rôle précis. Toi, ton rôle à l'UFC Performance Institute aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Préparateur physique, mais il me semble que tu as une spécialité, tu vois. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de quel est ton rôle aujourd'hui à l'UFCPI? Alors, donc moi, mon rôle, c'est exactement, je suis Strength and Conditioning Coordinator. Donc, on est une équipe de 4 dans cette équipe-là. On est 2 coordinateurs, un manager et il y a un sport scientist, d'accord, qui est très important aussi pour nous, hein. C'est notre guide un petit peu par rapport aux data, par rapport aux données qu'on peut recevoir sur les athlètes. Euh, et donc, mon rôle, moi, en gros, c'est un rôle de terrain. On va dire que je pense que j'ai jamais passé autant de temps dans une salle de musculation de toute ma carrière, parce qu'il y a énormément de travail. Les journées sont très denses. Évidemment qu'il y a du travail de préparation, d'analyse. Il y a aussi il n'y a pas uniquement le travail dans la salle de musculation. On a des séances de mobilité, d'hypertrophie, d'acclimatation à la chaleur, de respiration. On a des top-up non techniques. Donc, ce qu'on appelle top-up non technique, imaginons que tu es blessé à la main, d'accord? Tu ne peux pas, du coup, faire de sparring. Donc, on va mixer des éléments de préparation physique sur le tatami, dans la cage, avec des pads, avec parfois des séquences de grappling, de lutte pour certains. Voilà, c'est très adapté. L'idée, c'est de pouvoir reproduire cette forme de chaos qu'on retrouve dans le Mhm. MMA et dans les sports de combat. Mais beaucoup dans le MMA, hein, on peut pas savoir ce qui va se passer dans les MMA. Il y a tellement de chemins possibles de victoire. Mhm. Et donc voilà, il y a vraiment un rôle, évidemment, la gestion de la charge, mais ça, c'est plus d'un rôle de mon manager, Ouais, d'accord? ok. Et donc voilà, ça se Ton passe. rôle, toi, c'est plutôt la force, le travail de force, si j'ai bien compris, hein. Ouais, alors, donc on s'est divisé les rôles enfin, c'est notre manager qui nous a divisé les rôles. Moi, pour le coup, je suis responsable de la force et de la puissance Ok. avec l'académie. Donc, je programme tout ce qui est le contenu de force, de préparation physique dans la salle, de tout ce qui est charge, pliométrie, euh, travail de puissance, de Yes. vitesse, etc. Bref, tout, Ok. tout ce qui va englober Super. ce travail sous charge et, Mhm. et sans charge, hein, aussi, et de renforcement musculaire. Euh, voilà, en gros, moi, oui, aussi, il y a beaucoup, beaucoup de coaching, quoi. C'est beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup de temps passé avec les athlètes en salle. c'est top. Mhm. Voilà, donc Ouais, on va pas rentrer aujourd'hui dans le podcast dans le détail de la programmation et de la préparation physique parce qu'en plus, je pense que tu l'as déjà pas mal fait dans des podcasts qui sont vraiment axés sur la préparation physique. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je pense qu'en tapant ton nom sur YouTube et tout, ils trouveront ça. Aujourd'hui, on va plus rester autour un petit peu de l'aspect mental, psychologique quand même, puisque c'est ça qui nous intéresse à nous. Euh, Tu parlais du lien humain, de l'importance du lien humain finalement, de la connexion humaine dans le travail que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'articule, toi, dans ton quotidien, quoi? Qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Comment tu gères ça? alors, en vrai, c'est un très bon sujet de discussion entre nous, parce que je pense que c'est clairement l'aspect, moi, où je peux progresser le plus également dans mon entraînement, dans mon coaching. Et donc, le directeur du PI s'appelle Eric Del Fiero. Eric Del Fiero, c'est une légende de la MMA, hein. Ça fait 25 ans, je pense, qu'il est dans le sport. Ça a été notamment le head coach de Dominique Cruz. Dominique Cruz, on parle de quelqu'un qui rentre au Hall of Fame, d'accord, qui a gagné de nombreuses ceintures en bantamweight, donc moins de 61 kilos. Il est dans la discussion pour être le meilleur bantamweight de l'histoire, d'accord. Eric, il a gagné des ceintures dans n'importe quelle organisation mondiale, Bellator, PFL, peu importe l'organisation, il a gagné des ceintures partout avec beaucoup d'athlètes, et il est très très bon en coaching, et surtout il veut qu'on ne soit pas uniquement cantonné à notre rôle. C'est-à-dire que, bon, évidemment que moi, en tant que préparateur physique, évidemment que j'ai du coaching, mais en tant que
que kiné, que praticien, que nutritionniste, que psychologue, on est des coachs avant tout, d'accord? Notre intervention avec l'académie, on est vraiment des coachs. Donc, c'est très important de pouvoir identifier chaque profil d'athlète que nous avons, de pouvoir avoir les armes, entre guillemets, pour pouvoir avoir les bons feedbacks de l'athlète, les bonnes adaptations. Le combattant, il traverse des périodes d'entraînement qui sont un peu cycliques, d'accord? Il va combattre, ensuite il va passer à un retour à l'entraînement, il va commencer une période, donc le retour à l'entraînement, c'est une période un petit peu de rééquilibrage, de réacclimatation à la charge de travail, etc. C'est 2-3 semaines après le combat. Ensuite, il va rentrer dans une période off-camp ou hors camp d'entraînement. Donc, c'est une période de préparation physique générale, d'entraînement général, où là, on peut générer de la fatigue, où la préparation physique, justement, peut dominer un petit peu plus que sur le plan technique, où on peut aller voir un petit peu plus les faiblesses de l'athlète, travailler un petit peu ses déficiences. Ensuite, on va aller sur un camp d'entraînement, une préparation au combat qui va durer une certaine période. Et ensuite, la fight week et le combat. Et après, on repart, d'accord? Et donc, à travers ça, l'athlète traverse des émotions totalement différentes. Quand il est en retour à l'entraînement, bah, il va falloir prendre en compte, est-ce que ça a été une défaite, une victoire? C'est pas pareil dans le coaching, d'accord? Est-ce qu'il y a eu un combat dur, une défaite difficile, une victoire au bout d'une minute, ce qui arrive, hein, c'est pas pareil. Chaque athlète va pas revenir dans le même état, dans le même aspect mental. Ouais. Et aussi la Ouais, là, période. tu parles clairement de dynamique psychologique, mentale et émotionnelle, là. Est-ce que le cutting il a été dur? Est-ce qu'on a bien géré ça? Il faut faire un point, d'accord? Ce que nous, ce qui m'impressionne moi depuis que je suis rentré à l'UFCPI, c'est que on va pas, en toute humilité, c'est le top du top. Moi, j'ai jamais travaillé dans un environnement aussi de haute performance comme ça, et j'ai jamais vu ça nulle part d'autre, et même dans les plus grands clubs au monde, peut-être des fois dans le rugby, mais ce qu'on apporte, c'est incroyable, et la communication qu'il y a à travers tous les départements est assez incroyable. Ouais. La Mais du coup, pluridisciplinarité, et l'échange qu'il y a entre vous. Parce que quand exactement. tu parles de faire le profil, bah ça c'est le travail d'un préparateur mental ou d'un psychologue, de faire le profil psychologique d'un athlète. Bien sûr, mais après, chacun a sa sensibilité aussi, et Ouais. chacun a son coaching. Donc, le nutritionniste peut avoir une discussion différente avec l'athlète que le préparateur physique a une discussion différente. Ouais. Et sur n'importe quel point de vue, évidemment, il y a certains athlètes qui vont lutter un peu plus pour perdre du poids, et ça va leur coûter, ou certains athlètes qui vont douter après ou avant un combat, tu vois. Et du coup, chacun va pouvoir apporter. Et pareil, moi, je vais pas, mon collègue va être peut-être plus proche d'un athlète que moi, je vais l'être. Ouais. Évidemment aussi, on se répartit les athlètes entre chaque entraîneur pour avoir une certaine approche one-one. Mais du coup, chacun a son coaching, chacun a sa sensibilité. Peut-être que mon vice-président, quand j'ai eu l'entretien avec lui, m'a fait une remarque assez pertinente sur le coaching, comment c'était. C'est un peu comme, tu vois, un producteur de musique ou un beatmaker, tu vois. Il a plein de boutons qu'il pousse, donc il y a plus de basses, plus d'aigus, plus de ci, plus de ça, un peu plus de vocal. Et bah toi, tu t'es un bouton en fait. Tu vois, t'es un bouton de la musique, de la partition. Peut-être que bah il est temps de pousser un peu plus les aigus, et les aigus c'est peut-être le coach technique dans l'académie qui est apte à parler avec lui parce qu'il sait qu'il est plus, il a ce feedback de coaching qui va lui apporter un stimulus et des adaptations à l'athlète et qui va l'amener vers l'avant, d'accord, ou à une réflexion qui va lui permettre de progresser. Oui, peut-être que non, bah ce moment-là, c'est peut-être la préparation physique où il faut le pousser un peu plus, il faut aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière la coquille, tu vois. Du C'est coup, assez. vous avez des réunions formalisées, genre hebdomadaires. J'imagine que vous échangez beaucoup entre vous avec différents moyens. Il y a aussi des réunions formalisées où on échange sur la situation d'un athlète, ses objectifs, comment on le fait avancer et tout. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est comme je te dis, la pluridisciplinarité, waouh, euh, elle est au cœur du projet. Imagine que moi, je rentre dans le bâtiment et même quand je suis en train de coacher, je peux avoir le nutritionniste, le physio à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? On est en permanence en connexion et en communication. Tous les matins, on se réunit, hein. La première chose qu'on fait de la journée,
c'est se réunir tout le staff, donc un staff de 20 Ok, personnes qui parle de la ok. semaine d'entraînement des athlètes qui sont en camp, qui sont pas en camp d'entraînement, qui sont blessés, pas blessés. Voilà, il y a plein de choses. On a des réunions hebdomadaires un peu plus longues aussi, mais chaque matin, on se réunit déjà pour faire un point journalier, d'accord? Donc Ok. oui, oui, évidemment, évidemment. Et après, si on parle de l'approche avec les athlètes, on a des réunions quand nous, on teste tous les athlètes. Donc on a toute une batterie de tests, que ça soit dans chaque département, hein. Et ensuite, on se réunit Ouais. avec l'athlète. On appelle ça des performance reviews où Ok. on lui présente le point A, où il est actuellement, le point B, et puis après aussi on compare, parce qu'il y a des athlètes, ça fait un an et demi qui sont à l'académie, donc on compare aussi l'évolution. Qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qu'il ne faut pas optimiser, quels aspects il faut maintenir, quels aspects n'est pas prioritaire, mais il faut quand même y penser. Voilà. Et chaque département intervient, donc préparation physique, MMA, nutrition, kiné, et bon, prépa mentale pas encore, parce que ça vient d'être intégré à Mexico, mais voilà. Donc Ok. évidemment que ouais, on a une approche très individualisée, athlète centré, d'accord. Donc c'est vraiment l'athlète au cœur du projet. Et ensuite, on vient déterminer un petit peu quels vont être les chemins pour pouvoir l'amener au meilleur Hmm. du niveau, de meilleur de son potentiel pour pouvoir accéder à ses objectifs et à ses rêves, hein. Il y a des Ouais. athlètes. Dernièrement, on a eu le premier athlète, donc un athlète qui a combattu au WO. WO, c'est en Espagne. Ok. C'est l'organisation de Lilia Topuria. Hmm. C'est la première fois qu'il quittait le territoire. Waouh. Donc c'est C'est des beau. projets quand même. Ouais, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est au-delà Hmm. de l'aspect, bon, il a gagné, etc. et tout, c'est bien. Mais c'est quand même assez gratifiant de se dire que tu participes au fait que un Mexicain qui peut-être peut pas voyager actuellement, via son sport, via son potentiel sportif, peut aller Hmm. combattre en Europe. Et puis Ouais. moi j'ai une connexion un petit peu particulière puisque bah forcément il est venu me poser des questions de savoir comment ça se passait en Europe, vu que je suis Mhm. français, voir un petit peu bah, vu que j'ai déjà accompagné quelques combattants dans les événements des MMA en France et de lui expliquer un petit peu comment ça se passait. Bon, il n'y a pas de grande différence, c'est juste plus grand, plus important parce qu'il y a plus de moyens. Hmm. Mais voilà, ouais, comme je t'ai Ouais, dit, c'est c'est. athlète centré. Ouais, et puis c'est fort. Tu dis qu'au final, il faut pas perdre de vue que bah, il y a un humain là. On parle d'un humain, d'un parcours de vie, de rêves, d'objectifs. Tu vois, d'une trajectoire qui peut en plus changer, hein. Comme tu disais, peut-être que c'est des les athlètes mexicains. Ben voilà, ils sont issus de milieux socio-économiques qui sont quand même plus défavorisés, tu vois. Donc ça peut Et changer des trajectoires même d'une famille entière, quoi. exactement. Et puis, ils ont. Donc, le Mexique, c'est très, très grand comme pays. Et Mhm. bon, il y a eu des nouvelles, hein, il n'y a pas longtemps en France, hein, où il y a bien vu qu'il y a eu des problèmes avec les cartels, etc. et tout. Et donc, Ouais. forcément aussi, chaque athlète n'a pas la même histoire, hein. Il faut prendre en Ouais. compte ça. Quand des athlètes ils viennent justement de ces provinces-là, où il y a ces soucis Mhm. euh, De un petit criminalité. exactement, et on n'a pas la même histoire qu'un athlète qui est resté dans son confort, etc. On en a aussi à l'académie, hein, faut pas se cacher, hein. Il y a pas que des gens qui sont issus d'un milieu difficile ou compliqué, hein. Il y a tous les environnements. Évidemment que le sportif prime pour accéder à l'académie, hein. Il faut être bon physiquement, bon MMA, avoir un bon palmarès et un bon profil et un beau Mhm. potentiel pour pouvoir accéder à l'UFC. Mais voilà, comme pour en revenir un peu à ce que tu me disais, moi, j'ai du mal à des fois, peut-être dans mon coaching, à être quelqu'un de différent, tu vois. J'aime bien être moi-même. J'aime bien Mhm. euh, un petit peu interagir à comment je le ressens. Et peut-être des fois, il faudrait que je prenne un peu de recul et peut-être des fois devenir méchant, devenir, tu vois ce que je, alors je pense pas que je suis toujours gentil, mais des fois parce que t'as pas envie de l'être, mais peut-être qu'il faut l'être pour pouvoir aller Ouais. chercher quelque chose C'est, de différent chez l'athlète, tu vois. je pense que c'est pas méchant le terme que tu cherches, c'est exigeant. Tu vois, Aussi, je mais pense parfois là, souvent, moi je le dis, hein, il faut pas confondre gentillesse et bienveillance, tu vois. Parfois, être trop gentil, ben, ça va pas t'amener là où tu as envie d'aller. Il y a une forme d'exigence et c'est ça la bienveillance, c'est vouloir tirer le meilleur de l'autre. Dans le coaching, hein, je te parle moi de
ma pratique en tant que préparateur mental aussi, où parfois, ben, il faut, dans le cas de la préparation mentale, mettre l'autre face à ses incohérences, face à ses propres croyances, tu vois. Et pas toujours, ouais, le caresser dans le sens du poil, mais en étant toujours très bienveillant, tu vois, jamais dans la méchanceté, en tout cas moi dans la préparation mentale, mais dans une forme d'exigence, ouais, ok, t'as envie d'aller là, bon ben je vais t'y emmener, mais il y a certains moments ça va être inconfortable. Yes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est méchant, oui, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, c'est vrai. Mais après être méchant, c'est pas être méchant toi-même, c'est être méchant peut-être un peu pendant la séance, tu vois. Quand Hmm. l'athlète te dit qu'il a envie d'arrêter, Ouais, non, j'ai mal. Des fois, il faut. Des fois, ouais, ouais. il faut aller chercher ce petit truc en plus. Et des fois, il faut pas aussi. Mhm. Et parfois, il y a une phrase qui m'a marqué du coup de Eric Delfio, c'est qu'il faut coacher l'athlète et non la personne. D'accord? Il Hmm. faut faire la parallèle de ça. Et je pense, on en discutait avec ma compagne aussi dans le milieu professionnel en France ou parfois dans des milieux professionnels. Les gens n'arrivent pas à dissocier les deux. Ils dissocient pas que quand tu rentres et que tu passes la porte du bureau ou tu mets le pied sur le tatami ou dans la salle de muscu, t'as un rôle, d'accord? Tu as un rôle à jouer. Tu es préparé, je suis le coordinateur de la préparation physique. J'ai des objectifs, je dois aller chercher des résultats pour mes athlètes, je dois les faire progresser. Une fois que je suis sorti de la salle ou que la séance elle est terminée, je suis Maxime, Ouais. d'accord? Donc, et des fois les gens oublient ça. Et pareil pour l'athlète. Peut-être que je vais être méchant maintenant, peut-être que je vais le pousser un peu plus, des fois peut-être que je vais lui refuser des choses. Et après la séance, on va rediscuter, on va sourire, etc. Parce que lui aussi, il doit comprendre que jamais j'attaquerai la personne. Je jugerai jamais comment il est, etc. Mon rôle, Mhm. c'est d'aller lui chercher le maximum de lui, même Mhm. en séance. Et Ouais, des fois, c'est pas évident, surtout dans les sports de combat où c'est très ouais. compliqué. Il y a un aspect psychologique qui est Mhm. prédominant, quoi. Ouais. Et souvent derrière l'athlète te remercie. Moi ça m'est arrivé souvent hein, que derrière on me dise ah merci de m'avoir poussé un petit peu dans mes retranchements à ce moment-là, d'être allé chercher ce qu'il y avait de l'autre côté, tu vois, parce que c'est ça qu'on voulait aller chercher, c'est aller de l'autre côté de cet inconfort, de ah ça fait mal, c'est difficile, ouais, ben c'est là que la transformation elle a lieu aussi, quoi. Yes, c'est une relation de confiance à construire avec son athlète. C'est une Ouais. relation à long terme. Moi, ça m'agace un petit peu quand je discute avec certains athlètes qui changent de staff ou qui vont s'entraîner à droite et à gauche parce qu'il y a quelque chose qui leur convient pas. Hmm. En fait, le problème, c'est que ils veulent pas lâcher le contrôle, d'accord? Donc, quand tu viens chercher un coaching, quand tu viens chercher un environnement d'entraînement, il faut faire confiance à 100%. C'est pas à toi de contrôler ce que tu dois faire. Évidemment que tu fais partie du Ouais. projet, mais ça veut dire que si le coach demain il te dit bah, à 4 heures du matin, on va aller courir 10 bornes et que t'as pas envie de le faire, mais peut-être que bah, il faut que tu le fasses, tu sais pas pourquoi. Je dis pas que c'est une bonne idée, hein. C'est juste Mhm. un Ouais, c'est un exemple. exemple, ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, bah, Ouais. il faut lâcher le contrôle. Il faut que tu fasses confiance à la personne qui t'accompagne. Si toi, tu es là en train de dire, alors évidemment que tu as une histoire avant, mais ah moi je faisais pas l'entraînement Ouais. comme ça. Moi je pense que j'ai besoin de ça. Mais moi Ouais. bah Je le vois entraîne, beaucoup, ouais, c'est vrai, c'est vrai. entraîne-toi tout seul. Entraîne-toi tout Ouais. seul. Viens pas solliciter d'accompagnement en fait. Viens pas solliciter Mhm. un coaching. C'est pas Ouais. juste tu prends ce qu'il y a à prendre. C'est soit tu fais confiance ou tu fais pas confiance. Ouais. Ouais. Et Ouais. du coup après c'est à construire. C'est à construire ça. Je suis d'accord. Oui. Et Et tu as certains pris athlètes, l'exemple du footing à 4 heures du matin, mais il y a aussi l'exemple, et qui est peut-être encore plus dur dans les sports de combat, c'est ouais, demain, toi, tu t'entraînes pas. Hein? exactement. Et Quoi? ça tu l'as très bien relevé. Ouais. C'est encore plus dur à comprendre pour certains, tu vois. Ben, pour faire la parallèle avec ce qu'on fait ici à l'UFC Performance Institute, nous, on a 2 semaines de tapering, donc taper. Donc le taper, c'est de l'affûtage, Ok. d'accord? Donc l'affûtage, c'est-à-dire qu'on va réduire le volume d'entraînement, l'intensité d'entraînement également en sparring, hein, il n'y a plus de sparring difficile, etc. On est vraiment que sur des gammes, sur l'approche du combat, mais même en préparation physique, hein, on coupe par rapport à la semaine d'avant, on va peut-être couper par 50% le volume Mhm. en termes Mhm. de charge levée dans la salle. Ouais. Et pendant ces 2 semaines, l'athlète, du coup, a son volume et l'intensité réduits. Et tu sors d'une semaine où tu t'es envoyé, mais comme un Ouais. âne, d'accord? Et il faut le dire les termes. Ça, sparring, c'est 5 fois 5 minutes. Mhm. C'est difficile, c'est d'accord? C'est sparring à 100%. En prépa physique, on est sur le pic de volume. On est censé aller chercher quasi des max, que ce soit en puissance, en vitesse, etc. Et derrière, paf, tu as 2 semaines avant ton combat où on va tout te couper
et on va te réduire au fur et à mesure jusqu'à pendant 7 jours. Et là, les 7 jours suivants, c'est la fight week. Et donc là, bon, évidemment, il Hmm. y a aussi la particularité que bah, on fait le poids, il y a le cutting, etc. Donc on peut pas fatiguer aussi l'athlète. Ouais. Mais lui, ils sont comme ça, hein, les mecs, hein, et ils sont en Mhm. train de, tu sais, ils en ont Ouais. envie parce que, mais on a vu que toutes les données, Mhm. physio, etc., les adaptations, notamment à l'altitude aussi, quand ils partent combattre à niveau de la mer, Ouais. c'est exponentiel. La récupération, tous les marqueurs de récupération, etc., explosent. Et donc oui, il faut pouvoir faire confiance à son entraîneur. Et donc, comme tu as dit, quand tu arrives de ton gym où tu t'entraînes 10 fois par semaine, tu fais des sparring chaque fin d'entraînement, tu t'envoies la Mhm. préparation physique, tu fais que des circuits à haute intensité parce que tu connais que ça. Et du jour au lendemain, on te dit non, il y a des jours où il faut pas, il y a des semaines où il faut pas. Hmm. Ouais, Ouais. faut faire Ouais. confiance. Ouais. Ouais, faut faire confiance. Et comme tu le dis, en tout cas, toi, de ce que j'ai senti, c'est que depuis que tu es arrivé, tu as vraiment ce sentiment que tu es au top niveau, quoi. Tu es dans un environnement, dans un encadrement qui est au top niveau. Il y a une forme je perçois dans ce que tu dis d'excellence. Tu ressens l'excellence partout. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui produit en toi ce sentiment de quoi? Vraiment de ah ouais, là, je suis au top niveau, je suis au top de l'excellence. Euh, Au top niveau, alors, bah, il y a plusieurs aspects. Déjà, si on parle des moyens, euh, Logistique? ouais, il n'y a rien d'impossible, quoi. Ok. Et quand je te dis il n'y a rien d'impossible, c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu as une idée qui est importante, tu as besoin de moyens, etc., ben, il faut y aller, il faut demander, il faut pouvoir mettre toutes les choses en place. Après, en termes technologiques, en termes de ressources humaines aussi, enfin, les Ouais. athlètes sont accompagnés, c'est assez incroyable ce qu'on leur propose. Les installations, le PI, voilà. Euh, Samedi soir, j'ai échangé avec un footballeur assez connu qui est Keylor Navas, qui joue au Mexique. Et du coup, Mhm. on a discuté un petit peu samedi soir. Et il me disait que lui, il avait vu les vidéos du PI et ça lui faisait penser, oui, à s'entraîner à l'équivalent au foot du Real Madrid, ou voire plus, quoi. C'est Ouais. ça, en fait. Et peut-être que même, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais peut-être que c'est même au-dessus encore, parce qu'en termes Ouais. technologiques, C'est on est encore plus vraiment récent avancé. aussi. Hmm. Exactement. Et voilà. Et donc ça, sur ça, déjà. Et après, sur l'approche, comme je t'ai dit, tout est optimisé. On calcule tout. Alors, on calcule tout. Oui, on a beaucoup de données, évidemment, mais on ne se repose pas uniquement sur ça. Il y a aussi beaucoup d'adaptations au quotidien, au jour le jour, par rapport aux réunions, Bien par sûr. rapport à la communication. Il y a aussi l'expérience de chaque entraîneur qui est présent ici. Euh, voilà, comme je t'ai dit, entre guillemets, le pédigré de chaque des personnes qui composent le staff. Hmm. Euh, c'est assez incroyable, les expériences, et surtout, tu sens qu'il n'y a aucune situation. Évidemment qu'on a des problèmes au quotidien. Sinon, on ne serait pas là, tu vois ce que je veux dire? On rencontre des problèmes, mais à chaque fois, il y a une solution. Il y a quelqu'un qui propose une bonne idée. Et après, il faut évidemment gérer les égos, gérer le fait que bah, il y a des périodes où on va moins te solliciter, d'autres où on va plus te solliciter, d'autres où il faut s'effacer, d'autres où c'est ton collègue qui va être partie prenante de ce projet-là parce que bah, c'est lui qui a plus de compétences, etc. Mhm. Et après, les athlètes, aujourd'hui, on a un groupe à l'académie qui physiquement est au-dessus du rooster UFC, de largement, Waouh. et techniquement qui peut knock-out des athlètes UFC aussi. Donc, Waouh. c'est tout un environnement qui fait ça, et chacun est un expert dans son domaine. Voilà, Ouais, c'est ça aussi, j'ai l'impression, bah, bien sûr, tu as l'environnement logistique, matériel, financier, mais dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a aussi le mindset dans lequel sont les gens. C'est ça l'excellence aussi. C'est un mindset. Attends, comme tu dis, on n'est pas là pour rigoler, on veut vraiment tirer le meilleur. Les blazes là que tu nous as sortis, les gens dont tu nous as parlé, donc tu vois, je pense, qui est véhiculé un peu dans les discours et dans l'attitude aussi des gens, du staff, de la direction et tout ça, quoi. exactement le standard, parce que nous on fonctionne sur des standards, hein, et ben Ouais. c'est pas compliqué. Et quand mes chefs, il faut qu'on soit les meilleurs au monde, d'accord? Donc Ouais.
moi, c'est la première fois que j'entends ça dans toute ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est parce que bah après j'ai pas, même en Chine, c'était pas comme ça parce que la Chine c'est vraiment centré sur elle-même, etc. et tout. Mais on parle d'être les meilleurs au monde pas uniquement dans les MMA et dans les sports de combat, mais dans le sport. Ouais. Voilà, donc c'est des standards et du coup toute la semaine, ton attitude sur le tatami, tout ce que tu proposes, elle repose sur des standards. Il faut que le standard il soit le plus haut possible. Il faut, comme tu as parlé d'exigence, d'accord? Ouais. Et voilà, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous, dans notre approche. Et après, il y a aussi peut-être cette culture américaine même quand on est au top, il faut toujours aller plus haut, d'accord? Ouais. Même quand on a beaucoup, il faut toujours en avoir plus. Mhm. Et on va pas se cacher, hein, parfois c'est assez fatigant Ouais. parce que tu as déjà une charge de travail importante, de la densité, etc. Mais il faut que tu ailles chercher les choses supplémentaires, il faut que tu amènes quelque chose, il faut que voilà, Ouais. on se repose pas sur ce qu'on a fait. On a signé 5 athlètes à l'UFC, c'est super pour l'académie. Bah, l'année prochaine, il faut en signer 6, il faut en signer 7, 10, on n'en sait rien. Tu vois, on a reçu des grands athlètes UFC parce qu'ils apprécient venir au PI, il faut en recevoir encore plus, tu vois, il faut encore avoir des feedbacks supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut optimiser dans chaque préparation? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, d'accord? C'est pas parce qu'on a gagné, pas parce qu'on a signé, qu'on a atteint l'objectif que tout était vert, tu vois. Évidemment qu'on est content qu'on le célèbre, mais il y a des points où il faut qu'on puisse être meilleur que ce qu'on a fait. Et Ouais. c'est ça l'approche, je pense, du niveau. C'est que parfois, je pense pas que le plus dur, quand tu es un athlète, en tout cas, ce soit d'accéder au haut niveau, c'est d'y rester. Ouais. Je pense que aujourd'hui, C'est moi, j'apprécie le tennis et les champions que sont Djokovic, Nadal et Federer, c'est pour la longévité. longévité. Oula, longévité. Je voulais rajouter un T là, je sais pas où, enfin, qu'ils ont, tu vois, quand ils sont capables de performer au-dessus de 35 ans. Et on parle Mhm. de dominer le circuit, etc. Et de garder ce mindset, euh, Mhm. cette, euh, cette envie de s'entraîner et de gagner, d'accord? Parce que tu peux Ouais. t'entraîner, mais tu peux te dire, bon, c'est bon, j'en ai 25 déjà des grands chelems, Mhm. c'est pas Mhm. grave, non, Ouais. non, et Ouais. voilà, c'est C'est comme ça. fort. Ça me parle vraiment, hein, ce que tu nous partages là. Vraiment, merci. Je kiffe cet épisode. J'espère que vous kiffez aussi là la bande qui nous écoutez. C'est vraiment ouf ça. Je me projette un petit peu, tu vois. J'ai l'impression d'être une petite fourmi dans l'UFC PI Mexico et de sentir, tu vois, que ça respire l'excellence et le haut niveau. Il y a plusieurs sujets encore qu'il faut qu'on aborde. Je voudrais qu'on parle de l'UFC Mexico. Je pense qu'on va se garder ça pour la fin. Ce sera bien pour finir. J'aimerais qu'on parle de la place de la préparation mentale et de la psychologie du sport à l'UFC Performance Institute et qu'on parle de BJJ, notamment de UFC BJJ. Tu sais, le podcast, il est très suivi par la communauté Oui, JJB en France. Et on va commencer par ça. Tu le mentionnais au début du podcast que tous les combattants et combattantes qui intègrent le roster UFC bénéficient de l'accompagnement de l'UFC Performance Institute. Et c'est le cas, maintenant, je l'ai vu, des combattants qui ont signé à l'UFC BJJ et qui oui. peuvent bénéficier. Je les ai vus à Las Vegas, en tout cas. Andrew Tackett, Kassia Moura aller s'entraîner dans les locaux de l'UFC Performance Institute, passer les tests, se faire accompagner à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu as suivi ça un petit peu aussi? Alors, bah, nous, on n'a pas d'événement ici à Mexico de UFC BJJ. Du coup, Hmm. moi, en vrai, je suis pas le plus apte à discuter de ça, malheureusement. Mhm. Évidemment que, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC n'est plus tout seul, d'accord? C'est un groupe, on appelle le groupe TKO. Donc, on a l'UFC, WWE avec le catch, Mhm. l'UFC BJJ, Zuffa Boxing et le concours de claque, slap. Ah Je oui, sais plus comment ça s'appelle, d'accord. Power Et Slap. voilà, exactement. Du coup, c'est tout un groupe et Ok. on a des roosters d'athlètes dans chaque. Et on est amené du coup à travailler avec tous les athlètes. Nous, aujourd'hui, ce qui va nous toucher le plus au Mexico, c'est les athlètes de boxe, d'accord? Parce que bah, Ouais. forcément, il y a énormément de boxeurs mexicains. Mhm. Et aujourd'hui, si tu regardes les cartes des derniers Zuffa Boxing, la moitié à chaque fois, ils sont mexicains. Donc voilà, mais oui, évidemment que l'UFC BJJ passe au PI. Alors,
Est-ce qu'il passe à l'année? Je pense pas. Je pense qu'il passe la semaine ou les 2 semaines avant, un truc comme ça, parce Ok. que voilà, ça représente pas non plus une place énorme pour l'instant, d'accord? Mhm. Ça se fait à l'Apex à Vegas, donc c'est pour ça aussi qu'il s'entraîne au PI à Vegas. Ouais. Mais oui, oui, évidemment que il y a toute l'approche, euh, tout le système d'entraînement qui est appliqué à travers tous les sports. Bah ouais. Alors on adapte des choses, hein, parce que bah, chaque sport a sa particularité. Mhm. Donc Ouais. et les demandes du BJJ et de la boxe et du MMA sont pas les mêmes. Donc il faut pouvoir adapter du coup le diagnostic, le bilan, pour pouvoir ensuite découler l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour répondre aux demandes du sport, pour répondre aux demandes de l'athlète en termes de standards. Quelles sont les qualités physiques déficientes, quelles sont les qualités physiques dominante, qu'est-ce qu'il y a besoin de Mhm. faire, pas faire, quel est son profil force-vitesse, son profil énergétique, d'accord. Oui, évidemment que je pense que les gens voient toujours l'événement final, d'accord. Donc le combat, que ce soit en boxe, en BJJ ou en MMA, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'UFC vient mettre un pied dans un sport, on vient mettre un pied dans le sport avec le système et l'apport qu'on puisse y apporter. Alors, on parle des contrats, on parle des salaires, des boxeurs, du MMA, etc. Bref, mais ça, ça me concerne pas. Je veux dire, c'est pas mon domaine Mhm. et j'ai pas envie de parler là-dessus parce que ça me concerne absolument pas. Et par contre, tout ce que je peux dire, c'est que ça sera que bénéfique pour ces sports-là de pouvoir Ouais. avoir des approches et des experts dans chaque discipline parce que c'est amené à grandir et peut-être que on se confronte toujours à la culture parce que bah, le boxeur s'entraîne d'une telle manière, le mec du JJB s'entraîne d'une telle manière, le mec du MMA s'entraîne Mhm. d'une telle manière, et toi tu viens lui proposer quelque chose. Et c'est de la proposition, c'est de l'échange, et évidemment que comme on en parlait, il faut s'adapter à chaque personnalité, Ouais. chaque athlète pour pouvoir lui faire adhérer à ce système-là, tu vois. Ouais. En tout cas, tu vois, ouais, j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant et de bon augure pour le développement du JJB. Et ben, de voir des combattants et combattantes de l'UFC BJJ aller à l'UFC Performance Institute, commencer à goûter un petit peu à l'approche top niveau, tu vois, et excellence qui est proposée. Donc, je trouve que c'est Il y chouette, a c'est de eu, bon augure pour la il me suite. semble qu'il y a une championne française, non même, non, qui a fait Oui, Aurélie Leverne, il me semble, qui a gagné une des éditions ouais, de l'UFC BJJ. Yes. Il y en avait un ouais, là ce week-end, je crois, oui. encore. Donc c'est cool, ça se développe bien. Ouais, en espérant y avoir un Français, et je pense notamment à Anto de Oliveira et faire un petit coucou pour, j'espère Ouais, que ça peut être, je lui j'espère que pour souhaite. lui, voilà, ça pourrait le faire et voilà, ça Mhm. pourrait être sympa d'avoir des Français. Ouais. Toi, tu continues le JJB d'ailleurs à Mexico? T'en fais du JJB, non tu continues un Oui, peu oui, je là-bas? continue, ouais, bien sûr, oui. Ouais. Donc, oui, on s'entraîne avec l'équipe, Ok, cool. donc deux, 3 fois par semaine, ça dépend des semaines. Donc, Ok, nice. kimono, d'accord, donc Yes, majoritairement, et cool. avec l'entraîneur de JJB du PI. On s'entraîne Waouh, tous les ça doit matins, être cool. on est 3-4, donc à 6, tôt le matin, et après on commence notre Excellent ça. journée. Et, ouais, c'est cool. J'espère pouvoir faire une compète cette année. Je l'avais dit, je crois qu'on en avait Ok, discuté tous les deux sur le premier ouais. podcast. D'avoir quitté la France, forcément, ça m'a un petit peu freiné. Mhm. Mais ouais, là, on regarde un petit peu pour pouvoir s'inscrire avec les collègues. Et puis pareil, quand Ouais. on parle de confiance, tu vois, avec les athlètes, de voir un petit peu ces entraîneurs Ouais, s'entraîner. se Euh, la donner, ouais. Ouais. Ouais, mené par l'exemple, tu vois, et de voir que bah, quand ils arrivent à 7h30 le matin, il y a toute l'équipe qui est dans le gym, il y en a qui sont sur le tatami, il y en a qui sont sur les vélos, peu importe de ce que tu fais, tout le monde s'entraîne, tout le monde essaye de rester en forme. Mhm. Bon, après, moi j'ai toujours aimé m'entraîner, donc ça reste quand Ouais. même une obligation, tu vois ce que je veux dire, Mhm. c'est une image. Et puis après, aujourd'hui, la dépense énergétique dans la journée, elle est tellement grande que quand tu fais 15-20 000 pas par jour et que tu fais le setup du gym, tu l'enlèves, etc., tu montres aux athlètes et tout, il faut quand même Ouais. être en forme. Plus un bon entraînement de JJB, ouais, il va falloir que tu manges des calories pour tenir. Mm. Vous êtes Donc, bien nourri au moins? oui, oui, ouais, pour le coup, ouais,
on est Cool. bien nourri. Là, Top. on est bien. À base de On est prêt. frijoles et de... Non, en vrai, non, c'est pas. Ils essayent de C'est respecter pas un bon. petit peu, tu sais, les Ouais. cultures gastronomiques de chaque athlète, d'accord, de Il n'y a pas proposer de des tortillas à la cantine de l'UFCPI. de temps en temps, de temps en De temps, temps si, en si, temps, si. ouais, faut pas abuser. Après, non, après, en fait, le problème, c'est pas de manger tel ou tel aliment, c'est de manger surtout d'être équilibré dans tous les macros, Bah oui, etc., de pouvoir pour respecter la leur diète, performance, bien sûr. Ouais, sachant que tous nos athlètes ont des pourcentages de poids respectés au-dessus de leur catégorie toute l'année ouais, et en fonction des ok, périodes, d'accord? Donc, on est ouais, entre, pour les plus petites catégories, 14% au-dessus du poids de la catégorie jusqu'à 16, 18 ouais, pour certains. Ça dépend de la composition corporelle, est-ce que ouais, ta masse hmm, musculaire, etc. Donc, ouais. ouais. Mais oui, Parce je que ça, continue à c'est un m'entraîner chez JB, ouais. élément. Yes, ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça, c'est un élément culturel central au Mexique, c'est la gastronomie et la nourriture. Ok, Oui, la gastronomie mexicaine est délicieuse, vraiment, c'est une des meilleures gastronomies du monde. Il y a des centaines et des centaines de plats, de spécialités et tout ça. Elle peut être par contre assez riche et assez calorique, et les oui, Mexicains ont tendance à beaucoup manger toute la journée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des exactement. trucs, tu peux tellement manger partout, tout le temps, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit que c'est facile de. Et une Exactement. grosse consommation de soda, je me souviens aussi quand même, grosse consommation de soda, Ouais, 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 quotidien. ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, en plus, quand tu es athlète des sports de combat et que tu fais des pertes de poids, etc., tu as parfois des Hmm. troubles de l'alimentation. Ouais, ouais, c'est Tu vrai. veux. En fait, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que même s'il y a des périodes camp d'entraînement, hors camp d'entraînement, le camp d'entraînement, il dure toute l'année, en fait. Tu vois, ça sert à rien de. Bien Et, sûr. c'est- et parfois, quand j'échange avec des athlètes, même professionnels, hein, en France ou en Europe, qui veulent peut-être. Parce que je continue d'accompagner des combattants en France, Mhm. qui veulent, pourquoi pas, qu'on travaille ensemble. Et ils me disent, non, mais moi, c'est pas grave, je suis hors combat, je suis à tant de poids, etc. Et sauf que Hmm. c'est compliqué. Ouais, 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 je C'est capte. compliqué. Et c'est l'engagement que tu signes avec ces sports-là. C'est de pouvoir rester sur un poids Ouais. convenable par rapport à ta catégorie. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer. Et on le voit bien que nous, aux athlètes de l'académie, c'est plus facile parce qu'on les a au quotidien. Mais les athlètes UFC de l'extérieur, bah, c'est quand même plus compliqué parce que bah, ils Mhm. ont peut-être moins d'encadrement. Des fois, ils sont suivis, des fois, ils sont pas suivis. Ouais. Voilà. Donc, c'est Hmm. pour ça. Mhm. Et ça, c'est les Top. backstage un petit peu qu'on n'observe pas, mais il y a une Ouais. bataille quotidienne avec ça, avec les athlètes, pour pouvoir leur faire comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Hmm. Et ça, les gens l'oublient parce on remet souvent en cause le cutting, etc. Et tout. Oui, c'est sûr que c'est sûrement délétère pour les athlètes, mais on essaye d'encadrer ça le maximum possible pour Mhm. pouvoir que ce soit le moins délétère possible pour les athlètes, qui passent le moins de temps déshydratés, qu'ils aient le moins de régimes un petit peu forts et drastiques avant les Ouais. combats. Voilà, Ouais. un combat quotidien derrière, Hmm. hein, que personne ne voit. Et donc voilà, c'est très Hmm. important. Top. Bon, on est presque à la fin du podcast et on arrive tout juste à la question de la préparation mentale et de la psychologie du sport au sein de l'UFC Performance Institute. C'est quand même assez présent dans le journal de l'UFC Performance Institute. Moi, j'ai lu et j'ai traduit en français tous les articles qui traitent de la préparation mentale et de la psychologie du sport. Il y a des choses très intéressantes, des choses, tu vois, moi, qui m'ont rassuré aussi sur ma pratique, avec lesquelles je suis totalement en accord, que j'utilise et tout ça. Et on voit que c'est, en tout cas, dans le journal de l'UFC Performance Institute, qui compile un peu toutes les recherches, les études, les protocoles, beaucoup sur la préparation physique, technique, fight camp, fight week, etc. Mais c'est quand même présent. Toi, tu nous dis que à l'UFC Performance de Mexico, ça a été intégré, ça, récemment? Ouais, depuis, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais un intervenant extérieur, du coup, donc on va dire qu'il n'est pas full-time, Ouais. mais qui vient de l'extérieur, psychologue du sport, Mhm. intervient désormais. Alors, la première fois qu'on a fait appel, moi c'était quand je suis arrivé, mais c'était pour des athlètes et sur demande des athlètes, sur proposition du staff aussi, Yes. d'échanges pour des athlètes qui étaient blessés ou qui ont vécu Ok. des défaites assez marquantes. Euh, Ouais.
Bien Quand ça va que mal, quoi. exactement, voilà. Et du Hmm. coup, l'idée, ça a été peut-être d'intégrer au fur et à mesure. Alors évidemment, quand on fait la demande, c'est pas, on claque pas des doigts et ça descend. C'est Mhm. une demande bah, de Mexico qui va à Vegas. Est-ce que c'est euh, c'est intéressant? Faut voir les budgets, etc. Et tout. Bref, c'est une entreprise, hein, voilà. Ouais. On fonctionne comme une entreprise. Et donc, elle a intégré un petit peu de temps avec nous la semaine. Là, elle est présente avec nous au PI, elle échange avec les athlètes. Je pourrais pas exactement te dire son domaine d'intervention parce que ça reste quand même assez confidentiel entre Confidentiel, guillemets. ouais. Ça reste entre Mhm. l'athlète et... Mais on essaie quand même de reposer sur ce qu'elle nous rapporte, ce qu'il faudrait, quelles Mhm. adaptations à intervenir. Je pense qu'aussi c'est intéressant de pouvoir échanger en tant que staff avec elle Ouais. pour pouvoir du coup comprendre comment ça marche la psychologie sportive, comprendre Mhm. qu'est-ce qu'on Mhm. peut nous amener dans notre coaching, quelles interventions on peut avoir au quotidien avec les athlètes, quand intervenir avec eux, etc. Je pense que on parlait Ok. de coaching, ça, je pense que c'est primordial. Je sais qu'à Vegas, Ouais. par contre, il y en a un full-time, Ok. je crois qu'il y en a un, oui, oui, il me Il y en semble. a un. Ouais. Donc, quand même, manifestement, quoi, les faits sont là. C'est quand même l'aspect de la performance le moins intégré, le moins développé encore, même à l'UFC Performance Institute, quoi. C'est le petit dernier, encore une fois. À Et ton avis, toi, je te demande, toi, ton avis, Maxime, qu'est-ce qui fait que bah, c'est pas encore au même niveau ou peut-être aller un petit peu en dessous que la préparation physique? alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une vigilance un petit peu des athlètes de Voire se, une méfiance, ouais. ouais, une méfiance, voilà. J'arrivais pas à trouver le mot. Et de, de se dévoiler un petit peu, de rompre la glace, d'admettre un petit peu ses faiblesses. Maintenant, je pense Ses que faiblesses mentales, parce que c'est pas dur d'admettre ses faiblesses physiques, mais ses faiblesses mentales, de ce que tu dis, c'est tout de suite plus dur. exactement d'admettre qu'on a Hmm. peur, d'admettre qu'on maîtrise pas certains aspects de sa vie, qu'est-ce qu'il faudrait. Je pense que au-delà d'admettre ses déficiences, c'est aussi faire un point sur ce qui se passe dans ta tête, l'ordonner, tu vois ce que je veux dire, un peu à l'image d'une maison, quand tu ranges ta maison, d'ordonner ce qui se passe là-haut. Parce que bah il y a tout, on en parlait, un domaine culturel, une expérience culturelle, des origines sociales différentes, tu vois, Ouais, que ouais, chacun ouais. vive différemment. Pourquoi tu fais des sports de combat? Pourquoi tu rentres dans une cage et tu affrontes? Il faut trouver le pourquoi. C'est vraiment Mhm. avant que le psychologue arrive, c'est vraiment une des questions qu'on pose à nos combattants. Savoir Mais ça, qu'est-ce qui ça c'est les anime, tu central vois. dans ça c'est Ouais, central dans le travail d'un préparateur mental justement d'accompagner le sportif à mettre des bien mots sûr. là-dessus sur le pourquoi, sur le sens, sur les motivations profondes et qui donnent du sens à tout le reste qui sont très bénéfiques, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait, je me demande que c'est encore justement qu'il y a encore ces doutes, ces questionnements à partir du moment où il y a déjà des mecs comme Georges Saint-Pierre qui ont dit oui, j'ai peur, oui, je stresse, oui, je travaille avec préparateur mental, psychologue du sport et ça me rend meilleur. Des mecs comme John Jones qui ont dit aussi oui, j'ai ces papillons là, ce stress, cette appréhension et j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux et des psychologues du sport. Mais c'est pas encore intégré, tu vois. Ouais, je pense que ça ressort de plus en plus quand même, hein. C'est de plus en plus présent. On est quand même, il faut, sur les 10 dernières années, ça a explosé, je pense. Sur la préparation mentale, la psychologie sportive, etc. Euh, Si on prend en dehors du PI, je pense qu'aussi c'est un coût supplémentaire pour un athlète, d'accord? Ouais, bien sûr. Euh, et je pense que parfois le coach ou même l'entraîneur, l'équipe, le staff, technique, non technique, donc le préparateur physique aussi, peuvent un petit peu polariser ce rôle d'aspect mental, tu vois ce que je veux dire? Et comme l'athlète le voit comme référent principal pour parler de ses doutes, etc. Et n'envisage pas forcément un tiers pour pouvoir en parler. Et aussi, il faut prendre en compte que euh, quand tu accompagnes un athlète en tant que coach technique, moi je le vois parfois avec l'intervention ou quand les entraîneurs extérieurs arrivent chez nous, euh, la méfiance.
par rapport à l'intervention extérieure. Tu vois, c'est je vais perdre un petit peu de connexion avec mon athlète, je vais perdre quelque chose. C'est vu comme une menace, tu vois, un peu. La préparation mentale fait Qu'est-ce qui. peur, c'est ça que tu nous dis. Ouais, et puis, mais je pense dans la généralité, tu vois, quand tu travailles 10 ans avec un athlète, que tu le laisses partir quelque part ou le laisses intervenir avec quelqu'un d'autre, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va, peut-être il va en savoir plus que moi, peut-être qu'il va se détacher de moi, peut-être qu'il va Ouais, se rendre compte que je ne suis plus apte. Tu traverses des ouais, ouais, questionnements à 100%. Mais je pense que ça, c'est une question de contrôle aussi, c'est une question mhm, d'aspect mental aussi pour le coach. ouais, Mais je pense je pense réellement que c'est ça, tu vois. mhm, Au-delà du fait que ça soit peut-être pas assez populaire encore et mis en valeur, c'est ouais, aussi la réticence du corps technique et non technique par rapport à l'arrivée ouais, d'un tiers dans le staff qui, lui, va poser les questions, qui, lui, va étudier. C'est vrai que quand tu vois un psychologue, un préparateur mental dans une salle, même quand tu es coach, tu te sens observé un petit peu des fois aussi. Tu vois, Mais alors, il faut pas le prendre pour toi, il faut que tu te dises, ben, non, c'est parce que quelle va être ton intervention et comment l'athlète va réagir. mhm, Il va pas, le préparateur mental ou le pré-psy, il va pas venir forcément directement vers toi, il va plutôt te laisser travailler et intervenir sur l'athlète, comment il va euh, répondre à tes exigences, répondre à tes consignes, répondre à, à tes mots, quoi. ouais. D'accord? Donc, Ouais, tout simplement développer d'autres qualités que, tu vois, comme la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration, tout ça. Et c'est quand même écrit noir sur blanc, du coup, dans le journal de l'UFC Performance Institute, qu'il recommande à tous les athlètes hors camp, pendant toute l'année, de travailler sur la préparation mentale, tu vois, sur le développement d'habileté mentale, hein. Après, là, c'est écrit, c'est théorisé. Il faut que ça descende et que ça vienne après dans la pratique, dans la réalité du terrain. Mais bon, si tu me dis qu'il y en a quand même un plein temps à Las Vegas, maintenant une qui intègre petit à petit Mexico, ça veut dire que ça va quand même dans cette direction-là, quoi. Mais on voit que oui, ça va dans c'est... cette direction-là. Après, Ouais. il y a aussi je pense que dans ton coaching, il faut que tu sois sensibilisé, faut que tu sois aussi capable de pouvoir, toi, donner des réponses à l'athlète sur le Ouais. terrain en direct, tu vois, et que tu aies des, des outils pour pouvoir avoir un déclic mental, pour pouvoir donner des bonnes réponses à l'athlète, lui permettre d'avoir une réflexion cohérente sur, comme on disait, ranger un petit peu ce qui se passe là-haut, d'accord? C'est pas comme on parle souvent de la méditation, on pense qu'il faut rien penser. Non, justement, il faut que tu penses, mais il faut que tu penses de manière ordonnée, il faut que tu fasses le point sur ce qui se Mhm. passe. Là, nous, on souhaite intégrer de plus en plus la visualisation Mhm. dans que ce soit en séance, en début, en fin, ou même sur les Ok. périodes où on fait de la respiration, Ouais. de pouvoir un peu se voir visualiser faire un geste. Surtout qu'on sait que Mhm. quand on a un sportif expert, simplement la visualisation va activer les mêmes zones que lorsqu'on pratique du Ouais. cerveau, que Mhm. lorsqu'on pratique. Mhm. Ça se vérifie moins chez un profil débutant ou amateur, Ok. etc., qui a moins Ouais. d'expérience. Là, on parle d'athlètes de très haut niveau. Et du coup, de pouvoir leur faire visualiser un petit peu ce qui se passe quand ils vont rentrer dans l'octogone, quand ils sont dans une situation difficile, pas uniquement visualise le fait de gagner ton combat. Non, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais coller contre la cage, quand tu te fais down dans les 30 premières secondes, c'était pas prévu, que quand tu te fais prendre en lutte et que tu te retrouves sur Oui. le dos. Et aussi dans notre intervention au coaching, je sais que le coach de Jiu-Jitsu au PI intervient beaucoup là-dessus, sur la frustration pendant l'effort, Mhm. euh, à- plus que sur le domaine Ouais. technique, sachant qu'on a des athlètes de très haut niveau. Bon, ils sont pas tous experts du sol, mais il y a quand même un sacré niveau et c'est assez fou. Mais d'avoir des réponses émotionnelles dans ton Jiu-Jitsu ou dans Ouais. ta pratique. Tu vois ce que je veux dire? Quand C'est tu, quand, central dans le jujitsu cet aspect-là, ouais, de toute façon.
Je pense que moi, c'est ce qui m'a le Mhm. plus servi de le faire dans ma pratique, surtout quand tu es débutant, que tu te retrouves 3 minutes sur le Ouais. dos avec quelqu'un qui te monte dessus et qui te fait des soumissions de tous les sens et tu te dis il faut se calmer. Je pense que même dans la vie de tous les jours, ça sert. Mais Ouais. nous, du coup, ils essayent de trouver des interventions et des situations d'entraînement Ouais. où qu'est-ce que tu vas Ouais. faire? Et même que ce soit défensivement et offensivement. Mhm. Offensivement, tu peux pas finaliser, tu peux pas terminer le combat. Qu'est-ce que tu vas faire pour rendre ton adversaire plus faible mentalement? Pour lui faire sentir que tu domines, pour lui Mhm. faire, pour le frustrer, pour l'énerver, tu vois ce que je veux dire? Pour le sortir un petit peu de cette zone où il faut être quand tu combats. Ouais. Voilà. Et du coup, après, lui, il va en parlerait beaucoup mieux que moi, mais de C'est super pouvoir ça. intéressant. Là, tu nous parles de ce qu'on appelle la préparation mentale intégrée. Donc, c'est intégrer ces outils de préparation mentale à l'entraînement, tu vois, technique spécifiquement. Tu as parlé de méditation. Dans le journal de l'UFC Performance Institute, ils en parlent beaucoup de mindfulness. Ils recommandent une pratique quotidienne dans le lifestyle des combattants. Donc, on pourrait imaginer, tu vois, que le matin, avant de démarrer la journée d'entraînement, eh ben, il y ait peut-être des séances de méditation, de mindfulness pour les combattants, ou en tout cas peut-être leur apprendre à le mettre en place pour après qu'ils soient autonomes, eux, dans leur pratique, quoi. Ouais, non, c'est ça, ouais. En tout cas, on a des blocs de respiration, Ouais, etc. Donc, de yes. cohérence cardiaque, respiratoire et tout, où je pense que c'est des Mhm. moments propices aussi pour faire le point sur Ouais. l'aspect mental. Euh, voilà. Moi, je suis pas, malheureusement pas un spécialiste de ça. C'est un domaine Mhm. sur lequel il faut que j'approfondisse, que je progresse. Mais il est certain que ton coaching ne sera bonifié par le fait que tu puisses donner des réponses à de Ouais. l'athlète, tu vois. Ou même juste avoir des grilles de lecture pour mieux comprendre ce qui se passe, justement, ça peut que aider. Toi qui, je pense, connais très très bien le journal du FC Performance Institute, je te recommande les articles qui concernent la préparation mentale, la mindfulness et tout. Ils sont vraiment intéressants. Vraiment cool. Ouais. J'en profite que tu reparles du UFC le journal. Souvent, on me demande Ouais, des bibliographies, tu vois, de ouais, sport de combat, de préparation physique. Mais euh, ce bouquin, on l'utilise, nous. On ouais, est il y à a tout OPI et dedans. on l'utilise encore. En toute transparence, tout ce qu'il y a dedans, bon, évidemment qu'il y a eu des actualisations et que chaque situation se prête aussi au contexte, etc. Et du coup, il y a des Mhm. adaptations. Il faut, je pense que quand tu es coach, quel que soit, que ce soit coach en nutrition, en développement personnel, peu importe, c'est de l'adaptation, je pense que c'est clé dans ton approche, mais en toute transparence, tout le système d'entraînement qu'il y a dans l'UFC Juarez, c'est ce qu'on utilise nous au quotidien. Ouais, les Donc, bases sont là, quoi. inutile d'aller chercher très très loin. Faut parler anglais ou traduire comme tu l'as fait. C'est peut-être un travail assez important, mais euh, toutes les bases sont là et je pense qu'aujourd'hui dans les Ouais, sports de combat, c'est la base de données la plus importante qui existe. Hein. ouais. Appuyé C'est scientifiquement. Enfin, ouais. Si vous vous intéressez à la nutrition, il y a plein d'articles sur la nutrition. Il y en a en pagaille, sur le sommeil, même sur tu vois, le voyage, le décalage horaire. Enfin, il y a vraiment tout. C'est une très très exactement. bonne Hein. base, quoi. Hmm. Je vous Non, recommande ça. Euh, Maxime, on arrive là vers la fin du podcast. Franchement, c'était tellement intéressant. J'ai tellement de questions. On aurait pu faire un podcast de 4 heures, franchement. Mais j'aimerais qu'on termine quand même avec l'UFC Mexico, parce que ça, c'était quand même l'événement auquel toi, tu as pu assister, participer d'une certaine manière, même si tu me l'avais dit que finalement, toi, ton rôle, enfin, le jour J, tu n'as plus grand-chose à faire, quoi. Mais parle-nous un petit peu de l'UFC Mexico. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as ressenti? Le fait, toi, d'être spectateur, d'assister aux premières loges à un show de l'UFC, et en plus de ça, d'être partie prenante puisque tu avais apporté ta patte, tu vois, à la préparation de certains combattants. yes. Alors, on a la chance d'avoir un UFC ici, donc c'est une fight night. Hein, c'est comme l'UFC Paris, sauf que c'est à Mexico. C'est la même chose. Mhm. Souvent, enfin, l'entièreté de la carte quasiment, il y a un combattant mexicain dans chaque combat, hein, quasiment, hein, 90%. Donc nous, c'est la période la plus intense de l'année. Donc il faut comprendre qu'on est revenu de vacances, entre guillemets,
euh, le 10 janvier, je crois. Et cette année, ils ont décidé d'avancer d'un mois l'UFC Mexico, parce que d'habitude c'est fin mars, et là ils l'ont fait fin février. Du coup, ça a bouleversé un petit peu le calendrier. On a eu que 9 semaines pour se préparer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, entre 6 et 9 semaines, c'est un camp d'entraînement. Donc, quand tu as des athlètes qui reviennent de vacances, c'était les fêtes de fin d'année, ils n'ont pas vu leur famille, certains, depuis un an. Voilà, c'était quand même tendu. Au-delà de l'UFC Fight Night, c'est comme à Paris, toutes les organisations nationales organisent des événements. Donc, quand tu as l'UFC à Paris, tu vois Ares, Hexagone, toutes les organisations majoritaires nationales. Bah, ici, c'est pareil. Du coup, il faut comprendre que au-delà de recevoir les athlètes de la carte de l'UFC, on avait nos athlètes de l'académie. On avait 9 combattants, je crois, qui préparaient des combats. 7 ou 9, oui, à peu près. Dont 2 sur sur la carte UFC en plus de l'académie. Donc, c'était assez intense pour nous, des très très grosses journées. Ma contribution, en gros, bah, comme je l'ai précisé, donc forcément au quotidien, on a nos athlètes de l'académie, donc il faut entraîner nos athlètes de l'académie, mais en plus de ça, dans cette période-là, les athlètes viennent préparer, du roster UFC, viennent préparer les combats. Donc, il faut s'adapter à l'altitude, donc ils arrivent entre 3 et 4 semaines avant, hein, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, hein. On a des athlètes qui sont arrivés 2-3 jours avant. Et bah, on va entraîner, donc comme je te l'ai dit, ils vont bénéficier de la préparation physique, de la nutrition et de la physiothérapie, donc de la kiné. Et nous, en préparation physique, on va leur faire des séances pour les préparer à la carte. Donc, s'assurer qu'ils ne vont pas avoir de blessures ou soigner des bobos qu'ils ont, affûter la machine, parce que bah, ce n'est pas en 3-4 semaines qu'évidemment qu'on fait le travail. C'est ça qui est un petit peu complexe dans l'approche avec les athlètes UFC, c'est qu'on les a pas toute l'année. On aimerait parfois, mais c'est sûr que il y en a certains qui passent beaucoup plus de temps que d'autres dans les installations, donc on les a plus Ouais. souvent. Mais quand un athlète vient pour les 3 dernières semaines de son camp d'entraînement, bah, il faut échanger un petit peu avec lui rapidement, trouver des Hmm. choses à lui faire qui nécessitent pas beaucoup de coaching, parce que bah, t'as pas le temps de coacher un mouvement et de lui apprendre un mouvement en 3 semaines. Donc il Ouais. faut des choses qui soient rapides d'exécution, rapides de compréhension, de coordination, tout en respectant les domaines physiques qu'on veut développer. Donc il faut savoir que dans les 3 dernières semaines, on développe majoritairement la réactivité, la production de puissance, on exprime les qualités physiques, on ne cherche plus à développer quasiment, parce qu'on Ok. rentre aussi dans une phase où bah, la perte de poids est de plus en plus prédominante, parce que le contenu technique est de plus en plus prédominant, et c'est la dominance, hein. Les sparring, les drills, les tactiques, tout le plan, le game plan, Hmm. etc. Donc il faut pouvoir nous greffer cette préparation physique à chaque athlète, tout en respectant notre système d'entraînement avec des articulations par rapport bah, au contenu que eux ils ont. Donc il faut une charge d'entraînement qui varie haute et basse au sein de la semaine. Euh, Calculer un petit peu quand est-ce que va être aussi la fight week et tout. Voilà, donc c'est assez complexe. Et bah, il peut s'avérer qu'on coach les deux athlètes. Alors, l'équipe de préparation physique coach les deux opposants de la soirée. Donc Ouais. moi, mon manager Hmm. coachait une opposante et moi, je coachais une autre. Donc il y a aussi un souci Mhm. de confidentialité, Ouais. parce que bah, tu peux être au courant d'une blessure d'un athlète, d'une Ouais. gêne, et Ouais. évidemment, tu peux pas laisser filtrer Mhm. l'information. T'imagines, tu dis, oh oui, Ouais. madame, il a le dos de pied cassé, il a l'épaule qui le gêne, etc. Bah, qu'est-ce qu'il va faire, le Ouais. mec? Va Regarde lui sauter sur l'épaule, ouais. Baki Zebo, hein, une fois qu'il a su qu'il avait les croisés, il a fait que viser les genoux. Hmm. Hmm. Donc bah, Et tu peux pas. ouais, T'imagines, nous, on est neutre, hein, il faut que je le rappelle, donc on peut pas bien avoir sûr. d'influence sur le combat. On doit avoir la même Ouais. implication et la même approche avec n'importe quel athlète de l'UFC. Hmm. Et donc, amène-nous là à l'UFC Mexico. Comment c'était? Raconte-nous. Comment tu t'es senti? Alors, déjà, c'était pas prévu qu'on y aille, nous, le staff. On a eu la Ok. chance, du coup, d'avoir des entrées. Donc, en plus, bien situé, etc. Premier événement UFC auquel j'assiste. Et bah, forcément, avec plein de combattants mexicains, ça fait un petit peu comme en France. Mais j'imagine bien que Mhm. l'ambiance générale de la salle est assez Waouh. Ça chaude. devait être dingue. C'est cool.
Et après, en plus de voir aussi des athlètes que tu accompagnes au quotidien à l'académie pouvoir combattre cette soirée-là, ça reste quand même assez euh, gratifiant. Et tu es Ouais. fier un petit peu de pouvoir avoir participé parce que là, pour le coup, il y a certains athlètes enfin, c'est moi qui ai fait de l'entièreté de la programmation pour les combats. Et puis voir des athlètes UFC avec qui tu étais il y a 2 3 jours pouvoir combattre aussi. Voilà, c'est quand même cool, hein, la sensation, on va pas se mentir. Hmm. Mais bon, impartialité, d'accord. Il faut. Je pense que j'ai réellement réussi à me détacher de ça, d'accord, de pas te dire bon bah je suis content parce que mon athlète que j'ai accompagné, il a gagné, etc. Non, en vrai, j'étais là pour assister à des combats, que le meilleur gagne, que le spectacle soit le meilleur possible parce que bah, forcément, c'est ce que prône l'UFC. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de compétitivité, il n'y a pas beaucoup de sports qui peuvent challenger l'UFC, malgré toutes les critiques qu'ils reçoivent depuis Paramount. Je pense qu'aujourd'hui, chaque week-end, tu arrives à trouver un petit peu d'excitation pour n'importe quel combat. Et puis voilà quoi. Donc, d'y assister de l'intérieur, c'est vraiment cool. Et puis d'y assister aussi avec l'équipe, parce que bah, j'étais assis à côté Ouais. de mes collègues, tu vois. Donc, c'est cool de pouvoir échanger, d'avoir un moment aussi en dehors du PI. Et voilà quoi. Après, il y avait des à côté, Génial. d'assister, d'être juste derrière les athlètes. Donc à cette soirée-là, il y avait certains athlètes assez bien classés dans le ranking UFC, des athlètes latino-américains. Donc c'est toujours cool de les croiser, de discuter un petit peu avec eux, etc. Ouais. Et de voir ça, de participer à ça, c'est. Et puis tu fais un petit peu aussi une rétrospective sur la dernière année, quand tu es chez toi à Bordeaux sur ton canapé, tu regardes les soirées UFC, et puis tu te retrouves à être de l'intérieur un an après. C'est ça qui est bon. C'est assez marrant, Ouais. et tu te dis que il y a du chemin de parcouru, que ça a été vite, ça a été très très vite, qu'il faut digérer ça, mais il faut être acteur de l'entreprise, acteur de ce système-là, de tout cet écosystème, d'être quelqu'un qui participe à ça. Alors, il n'y a personne qui est indispensable, hein, il faut pas s'enflammer, il faut rester avec l'humilité. Euh, je pense que j'ai depuis le début de ma carrière t'es pas nous on travaille pas dans la lumière, hein, les préparateurs physiques, on travaille dans l'ombre, on participe de l'intérieur, on accompagne les athlètes, évidemment qu'on a des échanges assez particuliers avec nos athlètes, donc c'est toujours euh, assez émotionnel, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a beaucoup d'émotions quand bah, un athlète signe Ouais, à l'UFC par exemple, tu vois, ou bien qui te sûr. dit merci coach, sans vous, merci au PI, à l'équipe, parce que je pense que je n'y serais pas arrivé solo. Hmm. Vous m'avez apporté beaucoup, etc. Et c'est pareil aussi avec mes coachés en France quand certains vont en compétition, que ce soit à l'UFC ou à l'Open de la Réunion ou à peu importe la Mhm. compétition, mais qu'on me remercie, bah, c'est toujours assez spécial. Et il faut pas oublier que ce sont les athlètes, les acteurs et les acteurs de ça, hein. C'est eux qui montent sur le tatami, qui montent dans la cage. Il faut pas s'enflammer. C'est pas toi qui gagne, c'est tes athlètes qui gagnent. C'est eux qui ont la lumière et c'est tout à fait respectable et c'est l'engagement que tu as. Tu signes un contrat hein, quand tu es préparateur physique ou peu importe, kiné, etc. Tu fais, tu participes à ça et tu donnes les clés à l'athlète et c'est l'athlète qui en fait ce qu'il veut. Et voilà, faut jamais oublier ça. Donc voilà, c'est surtout ça. Hmm. Top. C'est un très beau message, je pense, pour terminer ce podcast. Franchement, je suis super content de cet épisode, Maxime. Je suis super content pour toi de cette aventure-là que tu vis au Mexique à l'UFC PI. Super content de l'épisode. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu là. Likez-moi cet épisode, commentez-le s'il vous plaît pour le partager. C'est génial. On a Maxime qui nous fait le plaisir là de partager son aventure au du top niveau des sports de combat là. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte quoi. C'est magnifique. On va clôturer ici. Euh, Même si franchement il y a tellement de questions du sujet, mais on va garder des cartouches pour un prochain épisode. Et L'année prochaine. ouais, l'année prochaine. Tu disais donc que tu accompagnes encore des combattants français, c'est-à-dire que là, si on écoute le podcast, on peut potentiellement solliciter tes services en préparation physique?
Bien sûr, oui, je coach Ouais. toujours. Ça fait depuis que je suis revenu de la Chine, hein, que j'avais lancé mon activité en ligne de préparation physique, d'accompagnement des combattants. J'ai actuellement, je crois qu'il y a 12 ou 13 personnes en Ok. France, majoritairement des Jiu-Jitsuka, hein, il y a beaucoup de combattants de JJB grappling. Yes! Vive le JJB! Je pense que ouais, je dois avoir 90% de JJB et le reste, c'est des lutteurs. Et j'ai personne du Ok, MMA, tu vois. ok. J'en ai eu, mais j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai Mhm. plus. Et c'est étonnant parce que tu vois, je suis à OPI maintenant et je coach plus de combattants MMA, tu vois. Ouais, Ouais, ça évite les conflits d'intérêts un petit peu si un jour, aussi. parce que forcément, on n'a pas le droit d'aider, enfin de pouvoir Bien favoriser sûr, ouais. l'un. Voilà, on Ouais, essaie. Bon, après, ouais. en France, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de, Mhm. il n'y a Mhm. pas de conflit d'intérêts. Mais oui, je Ok, continue à coacher en ligne, à distance, d'accompagnement individualisé. Des combattants, ça va de la ceinture blanche, qui n'ont quasiment jamais fait de préparation physique, à la ceinture noire, qui ont fait partie de l'équipe de France de JJB. Des ok. lutteurs aussi. Là, dernièrement, j'ai un jeune qui a fait, d'ailleurs, je tiens à le féliciter, qui a fait un podium au championnat de Suisse de lutte. Euh, Bravo. et puis là, il y a une saison de compétition qui est lancée en JJB, donc on a bientôt les Ouais, France Nogi le mois on est en prochain. plein dedans, ouais. Il y a les Masters Europe à Barcelone, donc je vais avoir des participants aussi. Donc Yes, il y en a qui cool. ont fait les Europes, etc. Donc Top. c'est toujours cool. Évidemment que les gens peuvent me contacter sur Instagram, Ouais. Max MZ Performance. J'ai un délai de réponse un petit peu plus long qu'avant. Mhm. Il y a le Et je- décalage horaire aussi. il y a le décalage horaire aussi. Et puis c'est vrai que quand je finis la journée, des fois, je réponds plutôt Mhm. aux coachés que à ceux qui veulent rentrer en Ouais, coaching. Mais voilà, il y a un calendrier qui est disponible. Ils peuvent réserver des appels avec moi ok. de découverte, de bilan, d'évaluation un petit peu. Je pense pas Ouais. que Pour faire c'est même connaissance aussi, c'est bien. exactement. Et j'essaye de donner, même si on travaille pas ensemble, parce que bah, c'est comme on l'a dit, hein, c'est une relation de confiance, Mhm. d'échange. Donc si je juge qu'on peut pas travailler ensemble ou que je peux pas apporter de solution ou que le projet est pas assez mature, j'essaye de donner quand même des billes pour pouvoir évoluer sur la suite. Et Top. voilà, donc ouais, Top. on Cool. continue les accompagnements. Je mets tout ça dans la description, comme ça ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, ils auront le lien directement. Euh, Maxime, merci encore, merci pour ce partage. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite là pour la suite. Donne-moi tes nouvelles de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. Et ouais, je te laisse le petit mot de la fin, peut-être si tu veux dire un dernier truc. Non, bah écoute, merci pour l'invitation encore, Paul. Et puis, bah voilà, comme je t'ai dit, du chemin parcouru depuis les matés partagés au parc Mhm. Pexoto à Talence. On se retrouve au podcast là à 10 000 kilomètres, donc c'est toujours cool. J'essaye de Yes. garder au maximum le contact avec les gens que j'ai côtoyés et qui ont participé à ce chemin. Je pense Mhm. que tu n'y arrives pas tout seul, c'est aussi les échanges. Je pense notamment aussi à la street fight ou même tous les combattants que j'ai entraînés, etc. Et Yes. voilà, c'est. En tout cas, merci beaucoup. Top. Merci à tous, merci la bande. Pensez à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut Maxime, à la prochaine. Ciao, Salut tout Paul. le monde. Ciao.